Alors donc je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence sur un thème que, a priori, vous êtes toutes venues, mais sur d'autres thèmes que celui-ci. Vous n'avez jamais fait celui-ci. D'accord. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on va aborder la question de la personnalité, de la construction de la personnalité. Et puis on va faire aussi un petit peu la distinction avec l'identité, pour bien comprendre, pour mieux comprendre qui on est et qu'est-ce qui fait qu'on se construit de telle ou telle façon en fonction de nos conditionnements familiaux, sociétaux, etc. Et voilà, de quelle façon psychologiquement on évolue pour s'adapter à notre environnement. Donc vous me connaissez déjà puisque vous m'avez déjà vu, mais je reviens un petit peu sur les choses qui ont fait que je suis parti dans cette activité-là. J'étais un enfant, je dirais, qui ne se sentait pas forcément très à l'aise dans sa peau et très à l'aise avec le monde qui l'entourait, on va dire, pour faire quelque chose de plus simple. Je me sentais un petit peu en décalage horaire avec l'environnement dans lequel j'étais. J'avais une façon de penser, de percevoir les choses, mais peut-être souvent comme les enfants en général, hein, peut-être une vision un peu idéaliste des choses. Et puis certainement un grand besoin de liberté, liberté de penser, liberté de pouvoir faire sa vie comme on a envie de la faire. Et puis finalement, j'ai été un peu confronté à un environnement qui avait quand même des idées un peu pas arrêtées sur la vie, mais en tout cas une vision assez négative de la vie. La réalité que je voyais à l'extérieur de moi, je la trouve un peu cruelle. Et donc du coup, j'étais pas forcément très à l'aise à m'exprimer, à prendre ma place, à dire ce que je pensais, etc. Parce que je me retrouvais souvent confronté à des gens qui finalement trouvaient ça, enfin voilà, avaient des avis là-dessus, portaient des jugements qui me posaient problème. Donc plutôt que de m'imposer, je préférais me mettre en retrait. Et donc j'ai développé un tempérament plutôt timide, plutôt introverti. Je dirais avec une forte capacité à me dévaloriser et à me comparer aux autres et à jamais me sentir vraiment à la hauteur par rapport aux autres. Et j'ai grandi comme ça, mais il y avait quand même une partie de moi qui, pour revenir, parce que du coup je donne un peu plus de détails selon les types de formations, j'avais quand même une partie de moi qui pensait que ma façon de voir les choses, un peu plus ouverte, un peu plus peut-être humaniste, idéaliste, peut-être utopiste aussi, voilà, avant-gardiste on va dire sur certains aspects. J'avais le sentiment que j'étais peut-être pas complètement dans l'erreur par rapport aux choses. Je disais que j'avais développé une forme de timidité où voilà, je me sentais pas très à l'aise de m'exprimer, sauf quand je jouais un petit peu un jeu. Donc je m'étais créé un peu un personnage comme ça. C'est pas un personnage avec un nom, mais c'est-à-dire qu'un peu tout ce qu'on a tous tendance à faire. Je m'étais dit, pour s'adapter aux gens à l'extérieur et à leurs attentes, il faut être comme ci, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc je regardais les gens qui arrivaient à peu près socialement à bien s'en sortir, et puis j'essayais de faire comme eux. Donc je faisais un peu le clown, j'en faisais peut-être des fois un petit peu trop par-ci, un petit peu trop par-là. Donc j'avais à la fois une nature introvertie, avec des idéaux, avec des choses qui ne trouvaient pas vraiment leur place dans le monde dans lequel j'étais, ou dans l'environnement dans lequel j'étais. Et puis j'avais développé une personnalité qui finalement passait bien avec de l'humour, etc. Mais en grandissant, adolescent, j'étais toujours pas forcément très bien dans ma peau, donc je me posais vraiment des questions sur la nature des choses, le sens de la vie, qu'est-ce que je fais là, pourquoi moi j'ai des problèmes alors que les autres n'en ont pas, ou pourquoi je me pose des questions que les autres ne se posent pas, etc. etc. Et puis j'ai été dans le monde du travail, alors j'ai fait des formations dans tout ce qui est design, des choses très manuelles, l'agencement d'intérieur, le design, etc. Et puis finalement, j'ai pas me confronter à la réalité du monde du travail à ce niveau-là. J'étais un créatif qui était dans son univers et j'avais peur que finalement peut-être les choses que j'allais créer ou que j'allais proposer ne soient pas forcément appréciées des autres. J'étais toujours dans cette crainte de la critique, du jugement. Et du coup, alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé peu de CV. Du coup, j'ai envoyé une dizaine de CV à la fin de mes études. J'ai fait quand même un bac+4. Et puis, à la fin de mes études, j'ai envoyé 10-15 CV dans des boîtes de design en disant, je fais une démarche de recherche. Mais j'avais déjà la croyance préfabriquée que, de toute façon, il n'y aurait certainement pas de poste, etc. Et puis, j'ai quelqu'un à ce moment-là qui m'a dit, écoute, toi qui a besoin de gagner un peu d'argent, de travailler quand même, là, parce que tu as fini tes études, et qui a
sur le plan relationnel, moi je savais que j'avais envie quand même de développer des choses, de sortir un peu de moi, de dépasser mes limites. Alors quelqu'un m'a proposé un boulot dans le commerce. Et je suis parti bosser dans le commerce. Et là, effectivement, j'ai développé de la qualité relationnelle, mais pas de la qualité relationnelle telle que moi je l'entendais. C'était plus convaincre les autres, c'était plus rentrer en contact avec les autres pour obtenir quelque chose d'eux ou pour provoquer quelque chose chez eux. Et pendant un temps, ça m'allait, et puis au bout d'un certain temps, je me suis dit, ça va pas, c'est pas en phase avec tes valeurs. C'est pas forcément le rôle que tu as envie d'avoir. Moi, je préfère aider les gens, au fond, mais c'est pas un truc qui permet de gagner sa vie. Pour moi, c'était comme ça dans ma tête. On ne peut pas aider les gens et gagner sa vie en même temps. Donc, je me disais, bon, il y a un dilemme là. Tu veux aider les gens, mais en même temps, c'est pas avec ça que tu vas gagner de l'argent. En tout cas, tu n'as pas les formations, les métiers pour faire des métiers de psychologue ou de médecin, etc. Et puis, d'un autre côté, le métier que tu fais qui te permet de gagner de l'argent, il n'est pas en accord avec tes valeurs. Et vers l'âge de 25 ans, quand j'ai vu que tout ce petit monde autour de moi, dans le monde de l'entreprise, était totalement stressé, que beaucoup de gens se sentaient pas du tout à leur place, quand je commençais à les connaître dans l'intimité, je me disais en fait c'est pas du tout la même personne que ce qu'elle présente à l'extérieur, dans son environnement professionnel, dans ses relations amicales. Bon voilà, il y a une personne, moi telle que je la voyais, et puis le personnage quelque part qu'elle jouait à l'extérieur. Donc je me disais finalement, je suis peut-être pas tout seul. Je suis peut-être pas tout seul à sentir que les choses sont comme ça. Et j'ai commencé à chercher, donc j'ai mis le doigt dans le développement personnel à ce moment-là. Et j'étais à la Fnac ou dans d'autres librairies. Je crois qu'il faut citer 3 marques, alors Amazon et De Citre. Sinon le CSA va me tomber dessus. Non, donc j'étais dans des librairies pour commencer à réfléchir un petit peu, lire des bouquins de psychologie et des choses un peu plus dans d'autres domaines alternatifs, l'astrologie, des choses comme ça. Ce que je voulais, c'était comprendre l'humain, comment il fonctionne. Et je voyais qu'il y avait plein de points de vue différents, les scientifiques, les religieux, etc. Donc plein de points de vue différents, mais je me disais en fait c'est plein de points de vue différents pour décrire la même chose. Donc il n'y a pas non plus 36 façons, il doit y avoir des choses à recouper dans les différentes disciplines, il doit y avoir une vérité. À l'époque je pensais qu'il y avait une vérité. Donc j'étais en quête d'une vérité, la grande vérité. Et en fait je me suis vite aperçu au bout de quelques années que finalement il n'y en avait pas qu'une, certainement, qu'il y en avait plein. Il y avait peut-être même autant qu'il y a de personnes sur cette planète finalement. Mais j'ai fini par complètement prendre goût à cette recherche, à cette quête, déjà personnelle, à mieux me comprendre moi, à mieux comprendre le monde qui m'entoure, les gens qui m'entouraient, commencer à aider des gens finalement sans le vouloir, comme ça, dans des discussions, simplement par l'ouverture d'esprit, etc. Et puis je me suis dit, mais finalement c'est un truc qui te passionne, tu penses qu'à ça, tu es toujours en train de lire des bouquins là-dedans, peut-être que c'est un talent que tu as ou quelque chose que tu devrais développer. Même si ça me paraissait un peu probable à l'époque, parce que pour moi j'étais commercial et designer, j'étais pas coach ou psychologue. Et donc, j'ai commencé à aller voir des coachs, j'ai commencé moi-même à faire un travail personnel, et puis j'ai fini par faire des formations, c'est-à-dire trouver des disciplines, des techniques qui permettent véritablement de se transformer quelque part, de changer des choses, qui ne font pas que analyser, qui ne font pas que essayer de prendre conscience de certaines choses, mais qui permettent d'opérer des changements. Et pas forcément des changements qui mettent des années, bien que malgré tout, quand on travaille sur soi, on se rend compte que c'est un processus qui s'entame et qui peut durer longtemps, même si on aimerait que ça aille plus vite au départ. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on peut transformer plus rapidement que d'autres, sans forcément être obligé d'aller comprendre et de mettre les doigts dans le cambouis, là où ça fait mal, et d'aller comprendre tous les rouages des problématiques que l'on a. Donc voilà, j'ai fini par me former au coaching, aux disciplines type la PNL, l'hypnose, l'énéagramme et d'autres approches, l'analyse transactionnelle, et d'autres approches comme ça auxquelles je me suis intéressé, que j'ai étudié, pas forcément dans le cadre de formation, mais en tout cas j'ai complété mes connaissances avec ça. Et puis maintenant, mon activité, c'est une activité donc d'accompagnant, si je pourrais dire ça comme ça, d'accompagnant en individuel, donc sous forme de coaching. Alors, j'ai un peu du mal à mettre un mot dessus, puisque ce que je fais, c'est à la fois, ça peut être comparé un peu à de la thérapie, et puis à la fois, c'est du coaching. Je ne pourrais pas dire que c'est que de la psychothérapie, parce que je ne travaille pas qu'avec les gens qui ont une problématique psychologique, mais j'aide les gens à se révéler, en quelque sorte. J'aide les gens à mieux se comprendre, mieux se connaître, savoir qui ils sont, quels sont leurs potentiels, leurs talents, leurs valeurs,
ce qui fait qu'à un moment donné, ces fameuses valeurs ou ces fameuses croyances les ont mis dans le mur, et comment faire pour pouvoir maintenant construire quelque chose qui est en accord avec eux-mêmes. Donc c'est tout un travail qui se fait comme ça, en individuel, et puis également au travers de formations et de séminaires sur les outils de la PNL et d'autres approches. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer. Alors, l'énéagramme, en effet, c'est une des disciplines que j'ai abordées donc, durant ce parcours-là. Et quand j'ai découvert cette technique, j'ai trouvé vraiment que c'était très complexe, mais en même temps, j'ai trouvé ça relativement intéressant parce que je trouvais que c'était assez parlant par rapport à la nature des gens et à ce que je comprenais des personnes. Mais j'ai eu beaucoup de mal au départ, moi, à trouver ma place dans ce système-là. Alors, vous ne connaissez pas encore, je vais vous expliquer. Enfin, si vous avez déjà entendu parler de l'énéagramme ou pas? Donc, vous savez, c'est un système avec 9 types, on va dire, 9 bases, qui déterminent donc des bases de personnalité, on va dire, en quelque sorte. Je ne dirais pas que c'est des types, dans le sens... il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot type en énéagramme, pour le 1, le 2, le 3, le 4, voire qui n'utilisent pas le type 1, type 2, type 3, mais qui mettent des noms carrément. Et ça, je vous les donnerai plutôt à la fin. Parce que si je vous les donne au départ, ça peut vous mettre dans un a priori qui va faire que vous allez essayer, surtout essayer de ne pas être dans celui-ci ou dans celui-là, et plutôt dans celui-ci ou dans celui-là. D'accord? Et du coup, vous allez interpréter les choses peut-être avec un a priori. Moi, je dirais plus que c'est des bases, c'est-à-dire des bases de construction de la personnalité. Mais avant de vous expliquer l'énéagramme, justement, j'aimerais qu'on fasse un petit tour du côté de ce qu'est la personnalité, avec une vision, une présentation de la construction de la personnalité, je dirais un peu poétique, puisque je vais aborder ça sous l'angle de ce qu'on nous raconte dans les contes. D'accord ? Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses en nous, comme ça, qui se retrouvent dans ces fameux contes. Alors, qui suis-je vraiment, selon vous ? Quand on vous pose la question, qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui vous vient comme ça à l'esprit ? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre en premier abord, comme ça ? C'est pas une question, voilà, c'est pas le truc. Alors si, il y en a certains qui pourraient répondre ce qui est marqué sur leur carte d'identité. Voilà, je m'appelle, nanana, j'ai tel âge, j'ai telle taille, telle couleur de cheveux. Puis il y en a d'autres qui vont dire, bah moi je suis, et puis ils vont dire ce qu'ils font. En fait, ils disent pas qui ils sont, ils s'associent à ce qu'ils font. Moi je suis avocat. Bon. Moi c'est le bon pote, moi, systématiquement. Voilà. Toi ce serait bon pote, moi je suis le bon pote. Ah, c'est tout le temps. D'accord. Pareil à chaque fois. Donc moi je suis le bon pote, ok. Donc voilà, on va dire qu'il y a des gens qui se définissent au travers de leur activité professionnelle. C'est souvent d'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un dans une soirée comme ça, peut-être même sur OVS, c'est très vite alors, oui, machin, et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tout de suite comme ça nous permet à peu près de savoir à qui on a affaire, mais sur un plan du poste, de ce que fait la personne au niveau professionnel. Mais c'est très rare qu'on dise la première question, d'ailleurs une fois je l'ai fait, c'était très rigolo dans une soirée. Je vais vous raconter cette petite anecdote qui sort un peu du cadre, on coupera la caméra. J'étais dans une soirée et il y avait un ami à moi qui discutait avec deux filles et qui était plus ou moins en train de discuter avec elles, mais bon, c'était un côté un peu drague, quoi. Et c'était des filles qui étaient assez jeunes, qui devaient avoir 25 ans, lui était plus jeune que moi aussi. Et il discutait avec elles, et à un moment donné, je me dis, tiens, c'est marrant, dans les soirées, quand il y a toujours ce truc qui revient, quand quelqu'un dit, un garçon dit à une fille, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie ou quoi que ce soit, il y a des filles qui répondent, oh là là, la question bateau, c'est toujours le même genre de conversation, etc. Alors là, je me dis, je vais poser une autre question. Et quand je parle, donc je regarde les deux filles, je leur dis, alors les filles, qu'est-ce qui vous anime vraiment dans la vie ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Alors là, il y a eu un vrai... En fait, elles n'ont pas su quoi répondre. Il y en a une qui a fait... L'argent ? Donc du coup, je suis d'accord. Donc toi, l'argent, c'est l'argent qui te passionne. Ok. Mais vraiment, elles ont cherché. Alors qu'on aurait dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est très réflexe, hein, c'est très bateau comme façon de répondre.
Mais là, du coup, je dis, qu'est-ce qui vous passionne et qu'est-ce qui vous anime? Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on parle de soi. On ne parle pas de ce qu'on fait, mais on parle de ce qui nous intéresse. Et pour peu que la personne en face, ah bon, c'est ça qui t'intéresse, alors là, ça pourrait nous toucher. Donc, c'est plus difficile de parler de soi que de parler de ce qu'on fait. Alors, l'idée, c'est, est-ce que vous faites la différence entre l'identité? C'est quoi pour vous l'identité de quelqu'un? Son nom et prénom, oui. Ok, quoi d'autre? À quoi ça fait référence pour vous? Nationalité, ce qu'il est. Sa nationalité, d'accord. Et quoi d'autre? Ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est-à-dire? L'identité, c'est pas simplement le nom, prénom et ce qu'on décrit sur une carte d'identité, mais son identité, c'est son fonctionnement. D'accord. Je dirais plutôt, c'est le fonctionnement de la personne. Donc l'identité, c'est l'ensemble de son fonctionnement psychologique aussi, c'est ça? Quand tu dis son fonctionnement? Oui. D'accord. Ok, et du coup... Alors, du coup, il y a la définition qui apparaît. Je ne me rappelais plus que j'avais la définition qui apparaissait, mais en tout cas, on peut dire qu'effectivement, l'identité, donc, c'est effectivement l'être, la personne dans son ensemble. C'est comment on identifie cette personne, ou comment elle s'identifie à elle-même, en quelque sorte. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont prises en considération. Il y a effectivement le sexe, l'âge, la taille, la couleur des yeux, etc., donc des caractéristiques physiques. Mais il y a aussi son nom, sa famille, etc., et puis qui elle est. Au fond, quelque part. À quoi elle peut s'identifier, elle, en termes de culture, en termes de valeurs, en termes de croyances, en termes de comportement, de ce qu'elle fait dans la vie, etc. Alors ça fait une différence avec ce qu'on appelle donc la personnalité. Pour vous, c'est quoi la personnalité? Caractère. Comment? Les traits de caractère. C'est un trait de caractère. Alors le caractère, c'est encore autre chose. Le caractère, c'est une des composantes de l'identité. Le charisme, donc dans quel sens le charisme pour toi? Ce que dégage la personne. Ce que dégage la personne. Ouais, d'accord, effectivement. Il y a des personnalités plus charismatiques que d'autres. Par exemple, quand on dit une personnalité, on parle de Johnny Hallyday, on dit c'est une personnalité. Est-ce que c'est vraiment lui? Comme elle est perçue au regard des autres. Comme elle est perçue au regard des autres, en effet. C'est-à-dire qu'il y a ce côté personnage. La personne... La persona, la façon d'être, les masques, c'est-à-dire ce que la personne se met comme masque pour donner le change avec son environnement. D'accord? Pour s'adapter à son environnement. C'est l'interface avec son environnement. Donc il y a l'être qu'elle est, donc on pourrait dire l'identité, l'être qu'elle est, au fond. Et puis il y a cette façon d'être, de se comporter et de faire, qui est plus de l'ordre du personnage ou du masque pour dire, voilà, en fonction de telle ou telle situation, voilà ce que je veux montrer ou ne pas montrer à mon environnement ou à cette personne-là ou cette personne-là. Persona, en latin, ça veut dire masque. Et on retrouve ça dans la Commedia dell'arte. Vous savez, ces spectacles italiens où les gens portaient des masques. Alors il y avait celui qui souriait, il y avait celui qui faisait la tête. Et quand les gens arrivaient sur scène, ils avaient ce masque-là qui faisait qu'on arrivait tout de suite à savoir quel type d'humeur ou quel type de personnage ils allaient jouer. C'est celui qui tirait la tête, on savait que c'était peut-être le colérique ou le méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on se retrouve un petit peu avec cette idée-là, par exemple, dans les Schtroumpfs. Pour prendre un exemple actuel, puisqu'il y a eu un dernier que je vous conseille vivement, parce que j'ai regardé ça l'autre jour avec ma fille, le dernier Schtroumpf là, qui est sorti. J'ai regardé ça avec ma fille, je me suis dit, en fait, c'est un film de développement, sur le développement personnel. Je vous conseille vivement de regarder ça après avoir vu la conférence, parce que vous allez vous dire, ah oui, en effet, il y a quand même des choses qui sont assez... c'est très fort, ce qu'ils ont fait, mais c'est pour les enfants, on ne voit pas ça, mais moi qui ai pas mal baroudé là-dedans, je peux vous dire que c'est assez fort comme dessin animé sur le plan du développement personnel. Bref, les Schtroumpfs, c'est à chaque fois, ils sont associés à leur tempérament ou à leur particularité. Alors il y a le coquet, c'est un peu comme pour les 7 nains, il y a Grincheux, etc. etc. D'accord ? Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que l'identité, c'est qui je suis, dans mon ensemble, dans toutes les facettes
de ma personne. Et la personnalité, c'est une attitude, quelque chose que je mets en place en interface avec mon environnement. Mais parfois, j'ai plusieurs personnalités en fait. J'ai la personnalité avec ma famille, j'ai ma personnalité avec mes amis, j'ai ma personnalité au travail, et elle s'adapte, ou des fois elle change même, elle peut être presque carrément opposée. Par exemple, moi, quand j'étais en couple, et que j'ai vécu pendant un certain nombre d'années en couple, je me rappelle que mes amis disaient toujours à mon ex, avec Guillaume on se marre, il est drôle. Sauf qu'elle ne me trouvait pas drôle en fait. Alors je plaisante parce qu'elle me trouvait drôle aussi à par moments. Mais à un moment donné, l'idée c'est qu'au travail, on peut très bien montrer certains aspects, être à l'aise, et je plaisante, et je suis en énergie, etc. Et puis je rentre à la maison et d'un coup je suis plombé, ça va plus, je ramène tous les problèmes avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et la personne que vous avez à la maison, elle ne vous connaît pas du tout sous l'angle dans lequel vous êtes au travail ou dans d'autres contextes. Ok? Alors souvent aussi, l'identité, c'est ce à quoi on s'identifie souvent et on se définit en fonction de notre environnement. D'accord? Donc, en fonction des expériences que j'ai pu accumuler dans ma vie et des retours que j'ai eu de mon environnement, de mes parents, le regard qu'on portait sur moi quand j'étais enfant, que portaient mes amis, que portait ma maîtresse, etc., en gros, au fur et à mesure, ou mon maître. Je me suis identifié à ça et j'ai commencé à me construire en me disant, bon, bah, moi, je suis comme ça. Je suis celui qui n'est pas bon en maths, je suis celui qui fait rire. Vous voyez, on commence à construire son identité comme ça, au fur et à mesure, en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, et qui nous définit aussi pas mal. Alors ce qui fait que du coup, quand on est enfant par exemple, et qu'on a le sentiment au fond de soi de pouvoir être quelqu'un ou quelque chose, qu'on a une particularité, mais que dans notre famille, peut-être que cette particularité, soit elle n'est pas appréciée. Imaginons que vous êtes dans une famille de comptables très matheux, et puis que vous arrivez et vous avez une fibre artistique par exemple. Vous êtes un peu rêveur. Et là, ça va plus, quoi. Panique à bord. Les peurs se réveillent, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Si c'est un rêveur, il va finir sous les ponts, ça va être encore un artiste, bon à rien, enfin bref. Enfin, vous voyez ce genre de truc. Donc ça peut être tout à fait, ça peut être très très difficile pour une personne d'arriver à se dire, mais qui je suis en fait? Je suis cet artiste au fond qui a envie d'exprimer ses émotions, qui a envie d'être un peu poétique, etc. Ou il faut que je sois cette personne qu'on me dit qui pour gagner sa vie doit être carré, comptable, enfin vous voyez. Donc ça peut effectivement nous compliquer la vie pour nous développer. Soit on arrive dans un milieu qui se dit tiens, mais quel est ce petit être étrange? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors bon, on va voir. Et puis en fonction de ce qu'il renvoie, on le soutient, on le guide de manière à ce qu'il grandisse à sa façon. Un peu comme une plante, quoi. Les graines sont toutes différentes. Bon, ben, il y a une graine qui arrive. Bon, alors qu'est-ce qui pousse là? Hop. Ah, ben là, c'est un rosier. Bon, ben, je ne vais pas la cultiver comme un plant de tomate. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est un peu le même principe. On devrait, enfin, dans l'idéal, et pour certaines personnes, c'est certainement le cas, il y a certainement des parents et des gens qui sont comme ça. Ben, c'est en gros, bon, ok, t'es pas comme nous, t'as peut-être une façon d'être différente, et ben, c'est pas grave, nous on t'aime quand même inconditionnellement, et on va essayer de t'aider de développer le mieux que tu peux dans ce que tu es. Donc ça, je dirais que c'est un peu l'idéal. Mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et parfois, on arrive dans un environnement où, t'es un rosier. Nous, une famille de plants de tomates, il va falloir que tu te fasses au plant de tomates, quoi. Donc l'idée, c'est que on se déforme, on s'arrange, on essaye de se conformer à ce qu'il y a autour de nous. Et du coup, au final, on finit par se perdre soi. Ou alors par identifier ce qu'on est comme étant pas bien. Pas adapté. Pas aimable pour les autres. Alors, pour décrire un petit peu ça, il y a un schéma qui est intéressant, qui a été développé par Carlo Maurizio, qui était un Italien, qui était très branché en analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, vous avez déjà entendu parler de ça? Alors, l'analyse transactionnelle, c'est une discipline, je dirais, on pourrait dire une théorie de la psychologie, une théorie psychologique
qui vient après celle de Freud, de Jung, de Lacan, etc. Donc, il y avait des gens qui sont partis sur des hypothèses. Lui, ce qu'il a essayé de faire, c'est Eric Berne, qui a créé cette discipline, l'analyse transactionnelle. Il a essayé de faire quelque chose qui se codifie de façon un petit peu plus simple, qui soit plus facilement applicable dans le monde de l'entreprise, par exemple, dans le monde de la psychothérapie, etc. C'est-à-dire qu'on puisse... Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a analysé la façon dont les gens établissent des transactions les uns avec les autres, comment ils échangent avec eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, et puis avec les gens qui les entourent. D'accord ? Donc il a créé un schéma par rapport à ça. Bref, ce Carlo Moiso, intéressé à cette discipline, a développé une théorie qui donc revient un petit peu à quelque chose d'un petit peu, comme je disais tout à l'heure, poétique, qui fait un petit peu penser au conte. Alors vous allez voir que je vais développer d'autres choses, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes, en plus de ce schéma qui est déjà défini. Alors on pourrait considérer que quand on vient au monde, eh bien on est un petit prince ou une petite princesse, dans le sens où on est destiné un jour à gouverner notre vie, dans notre propre royaume intérieur. D'accord ? Sachant que on n'est pas les seuls à gouverner, il y a d'autres personnes autour de nous qui vont aussi gouverner leur vie. Mais l'idée, c'est qu'on est un être de désir, on a des désirs, on a un potentiel, on vient au monde avec des particularités, des gens qui sont plus doués pour certaines choses que pour d'autres, qui ont des aptitudes plus développées pour certaines choses que pour d'autres. Et on a une pulsion de vie, on a une pulsion de pouvoir exprimer ça, exprimer cette particularité, cette singularité et se développer. Donc ça, c'est, je dirais, la base quand on vient au monde. Sauf que, parfois, on peut prendre un parcours un petit peu plus compliqué, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand on est dans une famille ou dans un environnement qui va nous blesser psychologiquement. Donc là, on retrouve dans cette histoire-là le prince blessé. C'est-à-dire que ce prince ou cet être potentiel qui aimerait pouvoir développer telle ou telle chose, qui aimerait pouvoir juste, j'ai faim, je pleure, j'ai envie de câlins, je les réclame et je les ai, etc. Ben non, à un moment donné, on va lui dire, ah non, les câlins, toi t'en auras pas. À manger, t'en auras quand on voudra. Pleurer, on va te laisser enfermer dans ta chambre et puis tu pleures jusqu'à ce que tu arrêtes pour que tu comprennes. Enfin bref, des choses comme ça. Enfin bref, il y a tout un tas de choses, petit bébé déjà, et puis après, petit à petit, quand on grandit, qui font que, quelque part, on prend un certain nombre de coups psychologiques. On n'est pas exactement, peut-être comme, on se rend compte en fait qu'on n'est peut-être pas exactement comme on attend qu'on soit, au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'au départ, on est là, peut-être, je sais pas, on est bébé, alors on crie, on a faim, et puis effectivement, il y a la mère qui va soit répondre aux cris et aux pleurs, bercer, réconforter, sécuriser, donner à manger s'il y a vraiment besoin de donner à manger, changer s'il y a besoin de changer, mais qui va être présent. Donc là, peut-être, ça va bien se passer. Et puis, peut-être celle qui va plutôt être à distance, qui ne va pas supporter les cris et les pleurs, qui va dire, mais quel caprice, tout ça, même si l'enfant il a 6 mois, et quelques mois, et qu'il n'est pas du tout dans un caprice, mais c'est pas important. Elle va peut-être se dire ça, ou le père peut-être, non, on ne va pas le voir, laisse-le, etc. Bref. Et là, il commence à y avoir des choses. C'est-à-dire, en gros, j'identifie que dans ma façon de fonctionner, il y a des choses qui gênent mon environnement, qui n'est pas conforme à ce que les autres attendent de moi. Alors peut-être que si je crie et que je réclame quelque chose et qu'on me dit arrête de réclamer, arrête de crier, arrête de faire des caprices, je vais identifier que d'avoir des besoins et de les exprimer, c'est mal perçu. Donc en gros, il ne faut plus que j'ai de besoins, ou il ne faut plus en tout cas que je les exprime. Par contre, papa et maman, quand je m'intéresse à leurs besoins à eux et que je fais ce qu'ils me demandent, voilà, comme par hasard, j'ai des félicitations et des caresses dans le dos. Donc en gros, moi, mes besoins, je les oublie, parce que ça veut dire que je suis égoïste, et c'est pas beau d'être égoïste, c'est vilain, c'est laid. Et je développe l'attention aux autres en me disant, il faut surtout que je sois au fait de tout ce que les autres veulent, et que je leur rende service, et que je sois présent pour être, enfin que je sois en tout cas à leur écoute, et que je leur fasse plaisir, de façon à les satisfaire. D'accord ? Ça peut être une façon de faire, mais il y en a plein d'autres. D'accord ? Donc on va avoir des blessures, on va prendre des coups, petit à petit,
qui vont nous enlaidir quelque part, même si c'est sur le plan psychologique. C'est un peu comme si je prenais une balafre d'un coup et que d'un coup je me trouvais laid parce que j'ai une balafre, alors je ne vais plus me montrer ça. Oh là là, c'est vilain d'avoir une balafre. Alors qu'est-ce que je fais? On va voir ça après. Donc ce qui n'est pas adapté, accepté, aimé par notre environnement. Donc les blessures, il y a des blessures qui sont aussi pas forcément volontaires de la part des parents, mais la blessure d'abandon par exemple. Bon ben voilà, t'as 2 mois, je retourne au travail, je te laisse garder par quelqu'un que tu connais pas. T'as 1 an, je vais te mettre chez ta grand-mère parce que je peux plus te garder, pouf, du jour au lendemain. Donc sans que ce soit des vrais abandons du type t'as plus de parents, c'est quand même des blessures d'abandon parce que l'enfant à un moment donné, alors que lui il n'est pas encore tout à fait autonome et il ne se sent pas encore tout à fait à l'aise, eh ben, il n'a pas le choix, on lui dit on ne peut pas être là pour toi. Donc on ne peut pas être là, donc l'enfant dit bah moi je veux mes parents, bah non, je ne peux pas être là pour telle et telle raison. Et quand quelqu'un vous dit je ne peux pas être là pour toi, vous vous sentez abandonné. Ou alors, il y a une autre version par exemple, c'est non, je ne veux pas vous garder. Pour moi, c'est bon les enfants, moi je préfère travailler, etc. etc. Je suis pas, c'est pas fait pour moi, pas être papa, être maman, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui te garde. Et là, c'est je ne veux pas de toi. Donc là, c'est une blessure de rejet. D'accord ? Mais il y a aussi des blessures d'impuissance pour les hommes, par exemple. Est-ce que je suis à la hauteur et capable de satisfaire l'autre ? Maman, papa ou n'importe qui, mais en gros, le fait de pouvoir être dans ma puissance personnelle, satisfaire les autres, pouvoir, pour les femmes, il y a la culpabilité, enfin bref. Il y a aussi la culpabilité pour les hommes, mais en tout cas, on retrouve certaines blessures comme ça qui sont parfois un peu plus féminines ou masculines. L'injustice. Tiens, c'est moi qui me suis fait... on est plusieurs à avoir fait une bêtise, mais à chaque fois qu'on est plusieurs à avoir fait une bêtise, c'est toujours moi qui prends. Etc., etc. Tout ça, c'est clac, clac. Donc, imaginons blessure d'injustice. J'ai 2 frères, et à chaque fois qu'il y a une bêtise de fait, c'est moi qui prends. J'identifie, je suis mal aimé quelque part. J'identifie qu'il y a un problème. Donc, pour moi, c'est une blessure, c'est quelque chose qui n'est pas beau. Donc, je me dis, qu'est-ce qui fait que je suis rejeté comme ça, ou que je suis mal aimé, ou qu'il y a une injustice vis-à-vis de moi. Et je vais identifier quelque chose dans ma personnalité, dans ma nature, que je vais mettre de côté, ou je vais essayer de cacher en me disant, ça, il ne faut plus que ça se voit, ou il ne faut pas que je le mette en avant, parce qu'à chaque fois que les gens voient ça chez moi, ils me rejettent, ou vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on se retrouve avec des choses comme ça qui souvent en plus reviennent. C'est-à-dire que les blessures psychologiques, c'est un peu comme un bleu. C'est-à-dire, on prend un coup une fois, bon, si on prenait qu'une fois, ça va. Ça fait un petit bleu en surface, c'est pas très grave. Mais quand je reviens dessus 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu parlais tout à l'heure des choses qui se répètent. Et chaque fois, ça refait mal. Mais ça refait mal presque au même endroit, et ça finit par vraiment rentrer dans la profondeur. Et c'est quelque chose qui, après, quand on est adulte, on ne sait pas pourquoi, on ne se souvient plus des premiers bleus, du chemin qui nous a amenés. Mais il se passe un truc dans notre vie, les personnes ont un certain type de réaction, où nous, on se met en phase ou en relation avec des personnes qui vont nous faire rejouer ces blessures, qui vont aller appuyer là où ça fait mal. D'accord ? Donc ça, c'est le domaine des blessures psychologiques, je ne vais pas plus creuser maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce prince blessé, quelque part, il se trouve vilain, il se trouve laid. Il était censé être un prince ou une princesse aimé de façon inconditionnelle par ses parents, comme ça, porté au nu, allez, vas-y, va de l'avant dans la vie. Et puis en fait, non, je ferai une claque là, je me fais gronder dès que je fais ci, je suis pas assez bon à l'école, tac, 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 tac. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a plein de choses en moi que je trouve laides. Au début, c'est les autres qui les trouvent laides. Mais quand je vois le regard des autres qui me regardent comme ça, qui font je me dis, il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils font comme ça ? Vous voyez ce que je veux dire en tant qu'enfant ? Ça ne peut pas être aimé, c'est inacceptable. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que ça, c'est un peu les critiques. Les de toute façon, tu n'y arriveras pas, ou t'es pas beau, ou t'es nul, ou t'es incapable, vous voyez, toutes ces choses qu'on peut nous dire quand on est petit. Parfois, c'est pour nous bousculer un petit peu, c'est pour nous faire bouger, mais les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont hyper dévalorisants. Alors, on pourrait dire que cette partie, au départ, ça vient de l'extérieur, mais après, cette partie de nous qui nous rend laid, cette voix à l'intérieur de nous qui nous dit
c'est pas bien, t'es pas beau, tu vas pas lui plaire, t'es pas à la hauteur, t'es nul. Enfin, toutes ces choses qu'on peut se répéter, nous, à l'intérieur, on pourrait dire que c'est des pensées sorcières. Parce qu'elles nous jettent des sorts. Jeter un sort, c'est influencer la destinée de quelqu'un. D'accord ? Le prince ou la princesse, sa destinée, c'est de faire ça. C'est tout droit, on y va, je m'épanouis, je me développe et je deviens quelqu'un de bien. Pas quelqu'un de mieux que les autres, mais quelqu'un de bien. Et tout le monde devrait faire comme ça. Sauf que là, on me jette un sort. Donc je sors de mon chemin, je dérive quelque part. Et je me retrouve à comme ça, à essayer de... Alors, je suis transformé en quelque chose de vilain. Alors vous savez, dans les contes de fées, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire, tu as un prince, ok, tu as un prince, tout ça, tu vas pouvoir peut-être gouverner un jour, remplacer le roi, mais non, parce qu'il y a la méchante sorcière. Et la méchante sorcière, elle conseille la reine des peurs. C'est-à-dire qu'en nous, on peut considérer qu'il y a deux êtres qui gouvernent, qui peuvent gouverner. Alors pour vous donner, c'est juste une image, mais on pourrait dire le roi de foi, c'est-à-dire la partie de nous qui a foi en soi, qui a confiance, qui est sécurisée, qui veut aller de l'avant, qui se dit bon allez, la vie, il faut construire, il faut mettre tout le monde d'accord, il faut... Bref. Et puis, on va dire la reine des peurs. Je ne dis pas garçon-fille, on pourrait dire peut-être chez les femmes, c'est le roi des peurs et la reine de foi. Hein. On pourrait retourner ça dans l'autre sens. Mais c'est juste pour donner une image. Qui, elle, par contre, écoute toujours ses peurs, écoute toujours ce qui ne va pas, écoute toujours le côté sorcière. C'est-à-dire, elle, sa conseillère, c'est la sorcière. Tu ne vas pas y arriver. Ça va être dur pour toi. Et puis regarde la vie. Et puis regarde, t'es trop moche, les gens t'aiment pas. Vous voyez, il y a un autre dessin animé de développement personnel qui est top. C'est celui de Réponse. Vous l'avez pas vu ce dessin animé ? C'est une jeune fille qui est enfermée dans une tour par sa mère qui veut pas en fait qu'elle elle est trop belle ou je sais pas, enfin elle va devenir reine ou quoi que ce soit. Enfin je me rappelle plus exactement du thème, mais en gros elle est enfermée dans une tour et ça en fait sa mère lui dit il faut absolument que tu restes dans cette tour parce que le monde extérieur est très dangereux. Donc tu es en danger dehors. Tu vas te faire avoir, etc., etc. Donc, moi, par amour pour toi, je te protège. Mais en fait, elle lui jette un sort. C'est une sorcière, en fait, sa mère. D'accord ? C'est un peu la reine des peurs, quoi. Elle lui explique que, bah non, attends, faut surtout pas que tu sois comme ci, il faut surtout pas que tu fasses ça. Donc, on est renvoyé par cette reine des peurs et par cette sorcière au côté le plus, on va dire, le plus moche ou le plus laid de nous-mêmes, en quelque sorte. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, il faut bien qu'on arrive à faire face à l'environnement, il faut bien qu'on arrive à s'adapter. Donc, on se dit, bon, bah ça, ce vilain crapaud là, qui fait quoi et que les gens fuient quand ils le voient, je vais me le mettre dans l'ombre ici, à l'arrière de moi. Je vais peut-être même l'enfermer dans un placard. Comme ça, je vais pouvoir présenter aux gens ce qu'ils ont envie de voir pour que ce soit bien. Et que je m'entende bien avec eux et qu'ils m'acceptent. Donc c'est là que je me crée un masque. C'est là que je crée un personnage inconsciemment. D'accord ? Parce que tout ce que je vous dis là, on ne le fait pas de façon consciente. Hein. On ne se dit pas, je vais mettre ça dans l'ombre, etc. C'est simplement de façon très naturelle, des choses qu'on finit par faire. Donc ça, l'égoïsme, je ne le montre plus parce qu'on n'a pas arrêté de me traiter d'égoïste quand j'étais petit. Alors maintenant, je suis quelqu'un d'altruiste, je suis quelqu'un qui aide les autres, je suis quelqu'un qui est toujours au service des autres et j'écoute plus mes besoins. Donc la persona de Carl Gustav Jung, hein, toi qui as suivi qui t'es intéressé à ça, les facettes de personnalité que l'on crée inconsciemment liées à nos complexes et que l'on montre pour être accepté en cachant notre laideur. Alors parfois, la personnalité qu'on développe n'est pas forcément une personnalité qui cherche à tout prix à être bien aux yeux des autres, parfois c'est même presque le contraire. Ça fait un peu penser à Dark Vador, vous savez. C'est en gros, je suis méchant, ou je suis pas bien, bah, je vais arrêter de lutter. Je vais arrêter d'essayer de devenir quelqu'un de bien alors qu'on n'arrête pas de me jeter des sorts. Et je vais carrément, alors là, céder au côté obscur et puis dire à la face de tout le monde, et puis puisque vous trouvez que je suis pourri, je vais être un vrai pourri. C'est les méchants quoi dans les films. Hein. C'est vraiment la personnalité qui du coup va dans la polarité inverse, la destruction, etc. Parce qu'elle se dit,
c'est trop dur finalement d'être quelqu'un de bien, on est trop rejeté, on est trop... Donc du coup, autant être rejeté pour de bonnes raisons et ne plus faire d'efforts. Et du coup, effectivement, cette énergie-là, l'énergie de la colère, de la haine de soi et des autres, etc., elle est beaucoup plus facilement disponible que l'énergie de l'amour ou de la bienveillance vis-à-vis de soi-même et des autres. Donc on met des masques. Donc l'idée, c'est au départ, je suis un être potentiel, il y a des choses dans ma vie qui me renvoient, qui me blessent psychologiquement, qui me renvoient à des parties de moi que je trouve, que je finis par trouver pas très jolies, quoi, on va dire. Je cherche à les cacher par une personnalité qui va pouvoir un peu camoufler tout ça. On ne va pas me voir tel que je suis, parce que j'ai peur que si on me voit tel que je suis, on ne m'aime pas. Et puis, ça peut donner aussi le Don Quichotte ou le héros de fer blanc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, ce prince ou cette princesse intérieure, elle est quand même là. On sent dans notre personnalité, on se dit, mais j'ai quand même un potentiel en moi. Je peux quand même être quelqu'un. Et tous ces gens-là dans ma vie qui m'ont toujours descendu, qui ont toujours dit que je serais bon à rien, etc. Et ben, je vais leur montrer que je peux devenir quelqu'un. Je vais faire quelque chose. Alors, l'idée, c'est que souvent, cette énergie qui vient, c'est une énergie qui fait que les gens vont vouloir faire quelque chose qui est peut-être des fois au-delà de leurs possibilités ou ne vont pas bien programmer ce qu'ils veulent faire. Enfin bref, c'est un côté orgueilleux, un côté de l'ego, d'accord, qui veut d'un coup dire « ouais, bah regardez ». Alors ça fait ces gens, par exemple, qui vont passer des auditions dans les émissions de télé pour chanter, là, et qui ne savent pas chanter, mais qui vont quand même passer l'audition, et qui se prennent des fois une bonne gamelle et se retrouvent dans les incontournables, là, ou je ne sais quoi, qui font qu'on les revoit en boucle et qui sont ridicules. Et à mon avis, je pense que là, chez eux, ils doivent se dire « aïe, ça va être encore pire qu'avant ». Parce que le problème du Don Quichotte ou du héros de fer blanc, c'est qu'il monte sur son cheval, etc., il est pour faire le héros, pour montrer qu'il est bien et qu'on l'admire. Mais quand il se prend un coup et qu'il tombe au sol, c'est encore pire qu'avant. Il est encore plus renvoyé à ses incapacités et à sa laideur. D'accord ? Mais souvent, dans la vie, pour ceux qui se développent par ce chemin de dérive, là je dirais, par cette dérive-là, c'est souvent un petit peu ce qui se présente. C'est-à-dire à des moments, j'ai envie d'avoir ce boulot-là, j'ai envie d'avoir cette voiture-là, j'ai envie d'avoir cette maison-là, j'ai envie de montrer aux gens, vous voyez ce que je veux dire ? Pas parce qu'on est bien, pas parce que c'est bien, mais juste pour l'ego, pour se faire valoir, on va dire. Donc le côté idéaliste connecté au prince ou au crapaud. Mais c'est une distorsion. D'accord ? C'est pas vraiment qui je suis. C'est pas être dans ma vraie force, être dans mon vrai charisme. Je parlais tout à l'heure du charisme. Il y a des gens qui ont un vrai charisme. C'est-à-dire naturellement, sans en faire trop, sans en rajouter, on les voit, ils dégagent. On se dit waouh. Et puis il y en a qui sont obligés de jouer des jeux, d'avoir des attitudes, de se mettre des fringues particuliers, ou de se faire passer pour qui ils sont pas, juste pour impressionner. D'accord ? Donc là, on pourrait dire que c'est des gens qui cherchent à compenser cette mauvaise image d'eux-mêmes, qui parfois est même presque oubliée. Parce que quand ils étaient petits, ils se sentaient mal à l'aise, ils se trouvaient moches, puis ils ont tellement développé le personnage que le personnage a fini par prendre la place de l'être. Il est devenu tellement imposant, etc., que l'être, il est à l'arrière-plan dans l'ombre, et que le personnage, c'est lui qui commande maintenant. Et que la personne, elle n'arrive même plus à se connecter, elle n'arrive même plus à se rendre compte qu'elle est autre que le personnage qu'elle a créé. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que ça se ressort dans sa vie par des choses qui se répètent, par des schémas relationnels, de couple, au travail, etc., et qui font que cette personne, finalement, régulièrement, de façon récurrente, elle est renvoyée à des choses qui ne vont pas. Et elle se dit, les gens me critiquent, alors elle va peut-être critiquer les autres, mais c'est simplement parce qu'en fait, elle n'est pas vraiment elle-même. Elle n'est pas dans une forme de justesse vis-à-vis d'elle et des autres. Ce qui fait qu'elle oppose des résistances. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui n'est pas vraiment lui et qui joue des jeux, il n'est pas dans la justesse, donc au bout d'un moment, il se retrouve à récupérer, je dirais, c'est comme un boomerang, quoi. Voilà, c'est un truc de balancier, quoi. Donc du coup, l'idée c'est que
il peut y avoir un bon chemin. Ou alors on peut partir sur ce chemin-là parce que on n'a pas eu le choix, c'est nos conditionnements, c'est notre éducation qui ont fait qu'on est parti, on va dire, sur ce chemin de la dérive, en quelque sorte. Mais on peut revenir au chemin qui est, je dirais, le chemin idéal, et qui est d'être dans une identité réaliste. C'est-à-dire qui on est vraiment, savoir qui on est, d'être quelqu'un d'autonome. Donc autonome, ça veut dire je suis capable de prendre des décisions, je suis capable de gérer ma vie, mais je suis conscient que je ne peux pas m'en sortir que tout seul et qu'il y a du monde autour de moi. Et que l'idée, c'est qu'on soit en interaction les uns avec les autres. Donc on est interdépendants les uns des autres. D'accord ? Responsable, conscient de nos zones d'ombre et de lumière. Et il y a des gens comme ça qui ont eu des petites, des fois, blessures psychologiques, mais pas des choses très importantes. Donc voilà, ils ont réussi facilement à sentir qui ils sont et à se sentir bien. Parce que le retour de l'environnement était plutôt positif, ou en tout cas, ils ressentaient peut-être une forme d'amour inconditionnel, ils se sentaient plutôt valorisés, ou en tout cas, ils se sentaient valables, même s'ils ne sont pas forcément plus valables que les autres. D'accord ? Mais du coup, ils sont dans une identité réaliste. Et c'est des gens, généralement, qui, du coup, ont envie d'aller de l'avant dans la vie, ont envie de progresser, d'évoluer, mais qui ne sont pas dans des problématiques permanentes ou récurrentes avec des choses qui se mettent en travers de leur route ou des phases de déprime avec derrière des phases d'un coup j'ai envie de tout envoyer bouler et je vais y arriver, etc. Et puis à d'autres moments, non, ça va plus. Ils traversent ces phases-là, mais avec plus de tempérance, avec plus de, comment on pourrait dire, d'équilibre, en quelque sorte. Et l'idée, c'est qu'ils peuvent effectivement devenir de vrais héros. Le héros dans le bon sens du terme. C'est-à-dire l'être de courage qui réalise son potentiel, qui dépasse ses peurs, qui se dépasse lui-même, dans un rapport sain avec lui, c'est-à-dire qui ne se dévalorise pas, qui ne cherche pas non plus à se valoriser, mais qui ne cherche pas non plus à se dévaloriser. D'accord ? Rapport sain avec lui et son environnement, donc qui est pas dans le jugement des autres, mais qui est plutôt dans le discernement vis-à-vis des relations qu'il peut avoir. Faites la différence entre les deux. Le jugement, c'est effectivement je condamne. Vous êtes coupable de ci ou de ça, etc. Donc quand on ressent de la culpabilité, généralement, c'est que derrière, il y a une notion de jugement, où j'ai été jugé, où j'ai tendance à juger, ou me juger moi-même. D'accord ? La culpabilité. Et c'est différent du discernement, c'est-à-dire c'est différent de « ok, telle personne est comme ça, qu'est-ce que ça lui apprend sur elle, qu'est-ce que ça m'apprend sur elle, comment on peut faire avec cette façon d'être, etc. » Et pour arriver sans jugement à prendre les gens comme ils sont, là où ils en sont, et puis éventuellement évoluer. D'accord ? Conscient de ses forces et de ses faiblesses, et de ce qu'il peut faire évoluer. Alors l'idée du véritable héros, c'est qu'il ne cherche pas forcément à briller, demain il faut que je sois à la télé, pour être quelqu'un de bien, il faut que j'ai mon quart d'heure américain, comme on dit, etc. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va faire des choses, qui va avoir des échecs, qui va être capable de rebondir assez rapidement sur ces échecs, qui ne va pas se juger négativement. Il va se dire, ok, là j'ai échoué, alors qu'est-ce que j'ai fait de travers ? Qu'est-ce que je peux corriger ? Vous voyez ce que je veux dire, la différence ? Que l'autre, il va avoir du mal avec l'échec. Donc peut-être même il ne va pas forcément tenter un certain nombre de choses, de peur d'échouer, et il va rester dans une condition de vie qui ne lui convient pas, en se disant mais si jamais j'essaye ça et que j'échoue, on va me faire des reproches, on va me juger, on va encore me critiquer. Donc j'ose pas aller de l'avant. J'ose pas me mettre en danger, j'ose pas prendre des risques. Alors que le héros, il prend des risques. Il ose tenter des choses, quitte à se planter. Et s'il se plante, il ne se condamne pas. Il se dit, ok, je me suis planté, c'est un échec provisoire. Et si je continue comme ça, et si j'apprends de mes erreurs, je finirai par réussir, par avoir certains succès. Certains succès, ça ne veut pas dire succès personnel. S'accomplir, s'épanouir. Donc vous faites bien la différence entre les deux routes. Alors, il y a des gens qui partent là-dessus, parce que effectivement, ils ont été un petit peu plus laminés que d'autres au départ, qui ont développé donc un crapaud, quelque chose de parfois même un peu costaud, qui utilisent la personnalité, mais qui finissent par
à un moment donné se dire là ça va plus, peut-être qu'on tentait de temps en temps un petit peu les coups d'éclat, etc., puis se rendaient compte que ça marche pas. Donc qui commencent à faire un travail sur eux, soit de coaching, soit de psychothérapie, soit d'analyse, etc. Et puis commencent à se dire bon, qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi à un moment donné je me comporte comme ça ? Pourquoi je... Et qui peuvent à un moment donné revenir ici. Et se retrouver plutôt en accord avec eux-mêmes, en acceptation de leurs failles, de leurs faiblesses et de leurs qualités, d'être dans le discernement vis-à-vis d'eux-mêmes, dans le discernement vis-à-vis de ceux qui sont autour d'eux, et d'être capable d'avancer et de progresser. Et l'idée, c'est que ces gens-là, bien souvent, ils développent et ils écoutent les autres formes de pensée. C'est les pensées fées. Il y a les pensées sorcières, celles qui vont plutôt influencer notre être de peur à l'intérieur, d'accord ? Ce qui fait qu'on va gouverner notre vie avec la peur, avec le doute, avec l'inaction, avec le fait de se renfermer sur soi-même, avec le fait de faire la guerre aux autres. Enfin, vous voyez le schéma, quoi. J'ai un château, il est blindé, et j'ai l'impression que tout le monde m'en veut, il faut que je trouve des façons de m'en sortir. Ou alors, je suis plutôt du côté de la pensée fée, c'est-à-dire, ok, j'ai une pensée qui a aussi un pouvoir magique sur moi, sur ma vie, mais qui est plutôt créatif. C'est-à-dire que c'est des pensées positives, des pensées constructives. De toute façon, on sait que toutes nos pensées sont à l'origine de ce qui finit par nous arriver dans notre vie. Ça commence comme ça. Il y a une pensée, et puis cette pensée, quand elle devient dominante, elle finit par créer une réalité. Alors si la pensée dominante qu'on a, ou les pensées dominantes qu'on a, c'est des pensées, je dirais, pour faire simple, des pensées sorcières, qui nous jettent des sorts en permanence, qui nous dévalorisent, qui nous disent qu'on ne va pas y arriver, que ça va être dur, que de toute façon les autres à l'extérieur ça ne marchera pas, puis de toute façon ils n'ont pas envie de nous, ils n'ont pas envie de moi, ils n'ont pas si... Enfin bref, vous voyez, on se jette ce genre de sort à nous-mêmes, effectivement on se met nous-mêmes des bâtons dans notre chemin d'accomplissement. Donc l'idée c'est on pourrait dire de rompre le sort, le mauvais sort qu'on se jette à soi-même. Parce que, comme dit le grand Schtroumpf, vous dites le mec est complètement barré, avec ses faits, ses Schtroumpfs et tout. Comme dit le grand Schtroumpf dans le fameux Schtroumpf 2, il dit on n'est pas responsable de ses origines, mais on est responsable de l'être qu'on devient. Après. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire on n'est pas responsable de ce que nos parents ont fait de nous, mais on est responsable de ce qu'on fait, de ce que nos parents ont fait de nous. Donc à un moment donné, c'est qu'est-ce que je veux construire, même si effectivement j'ai eu des difficultés, des faiblesses, des échecs, des failles, des souffrances. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire si je me prends en responsabilité ? Responsabilité, c'est trouver des réponses habiles par rapport aux échecs que j'ai pu avoir ou aux erreurs qu'il y a pu avoir dans ma vie. Donc je me prends en responsabilité et maintenant je me dis ok, qui j'ai envie de devenir et qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Alors parfois ça demande d'aller désactiver quelques petites souffrances passées, etc., de faire un petit travail de thérapie, on va dire, ou de psychothérapie. Mais ça demande surtout de savoir qui on est, qu'est-ce qui est important pour nous, et où est-ce qu'on veut aller, et quelle direction on veut donner à sa vie. Ok ? Alors, qui trône en vous en ce moment ? Est-ce que c'est le roi ou la reine de foi, ou est-ce que c'est le roi ou la reine qui a les foi ? De peur, de peine. Comment ? Ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet. Je suis d'accord avec ça. On fait un package, c'est un petit peu tout à la fois, et de temps en temps un, de l'autre et un tour en tour. D'accord, ok. Parce qu'il y a des gens qui ne sont plus du tout gouvernés par la foi, ou ils n'y croient plus, ils n'ont plus confiance, ils ne sont que dans leur peur en permanence, que dans leur tristesse, dans tout ce qui ne va pas, quoi. Ils pataugent là-dedans. Donc c'est intéressant de vous poser cette question et de vous dire que vous avez le pouvoir de congédier les pensées sorcières, de les repousser, de rompre le sortilège. Parce que c'est vous qui vous les appliquez à vous-même, la plupart du temps. Autant qu'on était enfant, il y avait les profs, il y avait éventuellement les frères et sœurs, enfin c'était les adultes autour de nous qui nous définissaient, mais aujourd'hui c'est vous qui vous définissez.
Vos parents, peut-être encore en arrière-plan de temps en temps, quand vous les avez au téléphone ou vous les voyez, peut-être vous avez un petit plomb par-ci, un petit truc par-là, ou quelque chose qui vous ramène un peu à des choses anciennes. Peut-être, mais maintenant, enfin, je veux dire, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, vous vivez chez vous, vous êtes adulte, vous êtes en capacité de pouvoir construire la vie que vous voulez et de devenir la personne que vous voulez devenir. Donc, il faut savoir qui vous conseille, qui vous influence. Il y a des choses récurrentes où on a beau ramer, il y a des choses qui sont un petit peu dures à laisser derrière quand même vraiment fort. Donc là, il faut trouver la scie qui va couper le truc. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi aller désamorcer des choses, il faut couper des racines, enfin, tu vois, il faut faire un peu le jardin, quoi, de manière à ce que ça puisse pousser correctement. On est d'accord, bien sûr. Il y a des choses comme ça qui nous... On a beau essayer d'aller de l'avant, on sent que c'est toujours là, que c'est toujours... c'est pas désamorcé, quoi. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de... Aujourd'hui, dans le développement personnel, ça se développe de plus en plus, développement personnel. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce domaine-là. Et il y a des discours parfois qui sont un peu des discours de bon allez, on va de l'avant, on gagne confiance, il faut réussir, avoir du succès. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est le truc, bon, allez, il faut se lever le matin, on est tous motivés. Bon. Malheureusement, si c'était aussi simple que ça, on n'aurait pas besoin de quelqu'un pour nous le dire. Alors parfois ça inspire, parfois ça booste, donc c'est positif quelque part. Ça contribue au fait de temps en temps de nous remettre un peu en disant « Ah ouais, c'est vrai que peut-être je me laisse un peu aller en ce moment, etc. » Mais ça n'empêche pas que, effectivement, à un moment donné, il y a peut-être quand même des choses à aller voir à l'intérieur, ou en tout cas des choses à les désamorcer, même si on n'a pas forcément besoin de tout comprendre dans les détails. On peut quand même réparer le truc. Quand je dis tout comprendre dans les détails, c'est parce que je compare un peu. Moi, j'avoue que je ne suis pas hyper adepte des techniques d'analyse, même si ça peut être très intéressant sur le plan intellectuel. Il y a des partis pris, des visions de la psychologie qui sont vraiment particulières. Et puis le truc, c'est qu'on essaye de comprendre le pourquoi du comment, du pourquoi du comment, du pourquoi. Et c'est un peu comme Jacques Salomé disait, parce que j'ai interviewé Jacques Salomé dans une émission de radio. Et à un moment donné, il dit, ça me fait penser à ma grand-mère qui me disait, vous connaissez Jacques Salomé ? D'accord ? Qui disait, c'est marrant, l'autre jour j'ai fait du vélo, et j'ai pris conscience que mon pneu arrière était dégonflé, mais pour autant ça l'a pas regonflé. C'est un peu ça la psychologie. C'est-à-dire je peux prendre conscience qu'un truc ne va pas, mais c'est pas pour autant que je sais comment faire pour le réparer. Et que je suis capable, moi, de le réparer. Je n'ai peut-être pas les bons outils. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je vais continuer de rouler avec mon pneu. Ah ouais, mais ça va pas, toi ? Non, c'est normal. J'ai mon pneu qui est dégonflé. 50 km plus loin, ça va toujours pas. Non. 50 ans plus loin. Alors ? Non, mais je te dis depuis le départ que mon pneu est dégonflé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions et aller trouver les moyens de transformer ça. Parce que sinon, oui, je peux accepter que mon pneu est dégonflé, mais ça peut être bien aussi si ça peut changer. Et parfois, dans le travail d'analyse, les gens finissent par tomber un peu dans ce piège-là. C'est-à-dire, je sais tout, j'ai tout compris, voilà, pourquoi ça ne va pas, mais comment je résous le problème, j'ai toujours pas trouvé. Alors il y en a si, puis il n'y en a pas. Il y en a qui viennent du coup... voir des gens avec ce qu'on appelle des techniques de thérapie brève, pour aller changer un peu la représentation des choses, s'attaquer au problème d'une façon différente, sans être dans le contenu, sans être dans l'histoire, mais plus dans la forme et la façon dont on a programmé tout ça, dont on a engrammé tout ça à l'intérieur de nous.